Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau stream de lecture de premier chapitre. C'est un concept que je fais depuis quelques semaines qui consiste à lire les premiers chapitres de livres de science-fiction, de fantastique, de fantasy et de tous autres livres appartenant au genre de l'imaginaire. Aujourd'hui, on va lire L'Envers des forêts de Ariane Gélina, juste ici, publié chez Allez. Fait que je vais envoyer le lien dans le chat pour ceux qui sont présents, pour ceux qui veulent se le procurer. Et en passant, bonjour Ace Shooter, j'espère que tu vas bien. Merci encore de ta présence. Le petit résumé va comme suit. Au 22e siècle, alors que le réchauffement planétaire plombe la Terre depuis de nombreuses décennies, un sentier de pèlerinage épouse le tracé septentrional formé par la limite des conifères au nord du Canada. C'est à cette latitude que l'on tente désespérément de refroidir le pergélisol à l'aide de moyens technologiques coûteux et sophistiqués afin d'y garder prisonniers virus et bactéries depuis longtemps enfuis. Sur ce chemin de Compostelle moderne, Moran et Hénard accompagnent leur amoureuse Tierra qui, équipée de sa veste climatisée, tente d'ignorer l'angoisse que lui cause ces températures de plus en plus élevées, même si loin au nord. C'est pour aider leur compagne à combattre sa thermophobie que Moran a proposé ce périple. Mais ni Hénard ni elle ne sont exempts de failles. Alors que le Norvégien a développé une peur pathologique du noir qui l'incite à privilégier la fréquentation en alternance des pôles nord et sud afin de bénéficier de leur soleil de minuit, Moran traîne un passé de dépression et combat au jour le jour la dépendance affective qui l'accable. Ensemble, tous trois cheminent vers l'océan Arctique, vers la rédemption, la guérison ou le salut, en espérant que le passé, autant le leur que celui de toute l'humanité, ne les rattrape jamais. Vraiment en retard. Ouf, ouais, c'est. Je t'envie pas, Shooter. Moi, moi-même, c'est comme. J'aurais pu faire plus de choses ce matin, mais j'ai préféré passer plus de temps avec Link à la place, pour être honnête. Mais j'ai pas de retard, c'est juste que j'aurais pu avancer dans des projets personnels. J'aurais pu écrire un peu mon prochain article, par exemple. Ben, mon prochain article, c'est vite dit, ce serait l'autre article suivant. J'aurais pu prendre de l'avance, puis ça fait non. J'ai préféré me reposer un peu plus à la place. C'est ça la chance, on va dire, d'être travailleur autonome. On va dire ça comme ça. Alors, sur ce, allez voir l'extrait qui est plutôt court, malheureusement, mais je vais prendre ce qui m'est offert. Alors, ça, c'est la couverture de l'envers des forêts avec bon, les pages, bon, la table de matière. Euh, Dédicace à mon amie Andréane qui m'a accompagnée à la limite des arbres. Première partie, Morane. Jour 1. Cueillir l'incendie. 5h45 du matin. Le souffle de Tierra s'élève à mes côtés. Grâce à la lumière qui s'infiltre à travers la toile de la tente, je distingue le masque de sommeil sur le haut de son visage. Son bras droit s'arque au-dessus de sa tête, comme souvent lorsqu'elle dort. Ses longs cheveux teints en jaune s'étalent autour de sa figure. Mon regard insomniaque s'attarde sur le tissu de la tente, conçu pour simuler un peu de pénombre dans cette partie des territoires du Nord-Ouest où, pendant 6 semaines au cours de l'été, le soleil ne se couche jamais. Même s'il est facile de discerner les contours des objets, Hénard n'a pas daigné dormir avec nous. Plutôt que de s'allonger auprès de ses amoureuses, il s'est réfugié dans sa sempiternelle chambre ardente installée à côté de notre tente. Au moins, pour la première fois depuis 12 ans, il a fait une entorse à sa coutume d'alterner les pôles au gré des soleils de minuit, à enchaîner sans relâche les jours sans fin. À ce stade-ci de l'année, début septembre, il serait normalement en Antarctique. Mes yeux suivent l'ondulation des tiges flexibles recourbées sous la toile pendue, l'armature ovale du toit qui descendent jusqu'à nos bagages amoncelés au pied des sacs de couchage. Tierra a repoussé le sien le plus loin possible sous ses chevilles, redoutant que sa température corporelle ne devienne trop élevée. Notre présence sur le site de pèlerinage devrait être bénéfique à notre compagne. Pauvre amour, elle a besoin de nous pour surmonter la peur qui, de plus en plus, l'enracine dans l'inertie. Depuis 5 semaines, la moindre bouffée de chaleur, la plus infime goutte de sueur l'agite à l'excès, déclenche chez elle des avalanches de panique. Comment être capable de poursuivre son travail sur la chaîne de montage, à manipuler les pierres précieuses? Être apte à évoluer dans un environnement torride parmi les machines. À la fabrique, ses superviseurs lui ont fait comprendre qu'ils ne multiplieraient pas les arrêts de travail pour la thermophobie grandissante d'une employée de 29 ans. Même s'ils veulent bien admettre que l'usine est un lieu suffocant, qui donne parfois l'impression d'être assouré de toute l'eau de son corps, et après ce qu'ont vécu le père de Tierra et mes pauvres parents.
La gorge un peu sèche, je tends la main vers la gourde modulable au-dessus de ma tête, accrochée dans un compartiment de rangement. Le liquide imbibe mes gencives. J'hésite à mouiller les lèvres de Tierra afin de la rafraîchir. Je risquerais de l'éveiller et de raviver ses épouvantes. Elle aura besoin d'énergie pour notre première journée de marche demain. La phobie qui afflige notre compagne n'est pas rare depuis les réchauffements climatiques du 21e siècle. Au détour des années 2000, il était envisageable de vivre agréablement à Montréal, en surface, avec le soutien de l'air conditionné au cours de la saison estivale. Comment imaginer ceci à présent que seuls, au Québec, le Nunavik, la Gaspésie et la Côte-Nord sont tempérés? Ici, à l'époque, dans les territoires du Nord-Ouest, hormis les résidents du village d'Inuvik, à 50 km au sud, il n'y avait presque personne. Aucun pèlerin ne sillonnait la toundra en suivant la limite des arbres, à la suite de l'initiative du groupuscule environnemental Humus 3. Maintenant, les marcheurs abondent à Nord-Ivunik, certains thermophobes, d'autres en quête de rédemption, de défis ou d'une révélation personnelle, ou encore curieux des étranges vertus attribuées aux lichens qui bordent le chemin. Mon grand-oncle m'a confié qu'une diversité de pèlerins s'élançait autrefois sur le chemin de Compostelle, qu'empruntent désormais uniquement les promeneurs suicidaires qui souhaitent être carbonisés par le soleil, comme le père de Tierra. La respiration de notre compagne s'enraie. Je déroule son sac de couchage au complet afin de la délivrer de la chaleur qui l'oppresse jusque dans ses rêves. La plante nue de ses pieds me paraît étonnamment rougie, luisante. Dehors, des bruissements s'enchassent au silence. Je hume une odeur inattendue. J'ai l'impression subite que la nuit se déplace, comme si elle courait sur des milliers de fines pattes d'insectes. Des frissons me remontent le long de l'échine. Brusquement, je me redresse pour mieux capter les clameurs extérieures, un coude enfoncé dans la toile à côté du matelas. Au loin, des pas. Une cavalcade qui déferle sous le site de pèlerinage entre les bulbes des tentes, les piquets et les provisions. Une fuite avec le souffle à l'extérieur de la poitrine. Je retiens ma respiration. Sierra grommelle en ouvrant et en fermant la bouche. Depuis 2 semaines, elle se dit sans cesse déshydratée. Le désert s'étend dans son palais, soudain, souverain, conquérant. Ses dents claquent de plus belle. Je m'approche d'elle, les couvertures se froissant sous mon poids. Une grimace m'échappe. Mon côté gauche. Depuis mes 34 ans, voilà, 9 mois, les désagréments s'accroissent toujours de ce côté du corps. Abcès mammaire, kyste, entorse, conjonctivite, mollaire douloureuse. Mais ces ennuis sont dérisoires en regard de la phobie sauvage de notre pauvre amour. Si Énard et moi ne tentons rien pour lui venir en aide, elle épuisera ses journées à sangloter dans un coin de l'espace de congélation de notre logement, des mèches de cheveux coupées dans les paumes, ses dreadlocks en bataille. J'ai dû lui confisquer les ciseaux avant qu'elle ne se cache sa chevelure jaune en entier. Elle qui est si forte en général, à l'image de sa stature, grande, solide, sexy. Sierra a besoin de sommeil, davantage que moi. Mon passé dépressif m'a accoutumé à l'insomnie. Tandis que les heures d'éveil se pulvérisent telles du sable, on ne compte plus les minutes à rattraper. Elles appartiennent à des horizons de répit abstraits, mirages inaccessibles. Du bout des doigts, je caresse la mâchoire saillante de notre compagne, ses lèvres pleines, un peu boudeuses. Mon index escalade l'arcade de son nez, petit mais très droit, orné en sommet d'un bijou couleur diamant, piercing dont les 2 baies sourdes en haut de l'arête, humide de sueur. La température a sans doute grimpé d'1 ou 2 degrés malgré la nuit. Excusez-moi. Je saisis de nouveau du mouvement, non loin de la tente. Des crépitements. Des effluves plus âcres, denses. Les murmures se sont rapprochés. Ma gorge se contracte. Je refais mon étreinte sur les épaules de Tierra, hésite à la réveiller. Le revêtement de toile se froisse. Quelqu'un, ou plusieurs personnes passent. Précipitamment, il me semble. En silence, je me traque jusqu'à l'entrée de la tente. Les ombres s'esquivent en arcs cintrés. Je fais coulisser la fermeture adhésive de quelques centimètres après avoir soufflé sur une mèche frisée tombée devant mes yeux. La lumière m'éblouit de ses lueurs appuyées. Je me demande comment mes ancêtres inuvialuites apprivoisaient les rayons immuables des jours polaires qui donnent l'illusion que le soleil émane de l'intérieur du crâne. D'un coup d'œil furtif, je m'assure que Tierra dort encore. Elle a les paupières closes, mais agite sa tête d'un côté et à l'autre de l'oreiller, une mèche collée, presque crochetée sur l'un de ses sourcils épais. Je masse mon flanc, douloureux au niveau de la poitrine. Mes cheveux bruns viennent s'y échouer, décoiffés, comme toujours ondulés à l'excès. L'emplacement de mon abcès au sein, enlevé plus tôt cette année, irradie. Un nouvel amas se serait-il formé? J'ignore autant que possible la sensation de pincement. Je fais glisser plus bas la fermeture adhésive de la tente. J'ouvre avec l'impression de déchirer la nuit. Autour, des pèlerins se déplacent à pas rapides sur le site,
contournant les torsades de tuyaux du système de regel des territoires du Nord-Ouest, en partie extérieur et souterrain. D'autres campeurs s'informent comme moi de la situation à des employés du MUS-3, toujours reconnaissables à leurs habits gris pâles ornés des symboles de la réutilisation, du compostage et du recyclage. Les voix s'allient en un bourdonnement unique. Un cri d'enfant perce soudain le magma sonore, clamant « Au feu! Au feu! » Mes muscles se crispent violemment. La vision d'un brasier vorace, de ces étincelles toutes puissantes, mes parents. Tant bien que mal, je me répète qu'après tous les feux qui ont ravagé l'Arctique et les forêts boréales du Canada au siècle dernier, les pompiers seront remédiés sans attendre à l'éventuel incendie. Ils ont des casernes presque partout, des unités aériennes également. Les forêts qui subsistent sont devenues précieuses, véritables hors vert. Derrière moi, Tierra marmonne, la voix amollie par le rêve. « Il se passe quoi dehors, Moran? » Je laisse filer quelques secondes. Mords mes lèvres un peu plus fort. J'entends le froissement du masque de sommeil de Tierra qu'elle enlève. Je suis pas certaine, mon amour. Un feu, peut-être. Un feu? Les yeux agrandis de Tierra me fouillaient, ses iris bleu pâle aussi glacés que les aiguilles marines qu'elle manipule à la fabrique. Sa phobie de la chaleur fleurit, hystérique. C'est pour ça qu'il fait chaud de même ici. Il faut que je mette ma veste, puis qu'on sorte, tout de suite. J'ouvre les paumes, lui répond d'une voix qui se veut apaisante. C'est plus prudent de sortir, oui, et d'extraire Raynor de sa chambre ardente. À toute vitesse, Tierra déplie sa veste climatée qu'elle enfile à la façon d'un gilet de sauvetage. Sitôt que notre compagne sent la fraîcheur se dégager du vêtement, son visage redevient plus calme. Elle me rappelle le réconfort artificiel que je ressentais parfois, jadis, en inhalant la première bouffée de cigarette désespérément cherchée dans les piles de linge sale de mon appartement solitaire. À l'époque où transvider des habits propres vers l'unité de séchage ou faire la vaisselle exigeait un effort colossal, revêtait la nature d'un projet. Tierra enfile à toute vitesse ses bottes de travail, sans prendre le temps d'en nouer les cordons. Je me glisse à l'extérieur de la tente, et muselant les élancements du côté gauche de mon corps. Dehors, une trentaine de pèlerins se sont regroupés sur l'une des rares hauteurs des environs, plutôt plat, le regard braqué vers le sud. À la hâte, mes pieds nus foulent lichen et pierres qui saillent entre les saules nains. Des plantes qui se développent à l'horizontale pour s'adapter au sol gelé en permanence. Une croissance sous le règne de la translation. Un peu de fumée me picote le nez. Il faut réveiller Hénard, immédiatement. Ce qu'il nomme sa chambre ardente est si étanche qu'il pourrait en sortir comme d'un bunker au lendemain de l'apocalypse. Sauf que la chambre forte en question correspond davantage à un cercueil, son aspect souhaitant parfois les moqueries d'adolescents qui qualifient Hénard de vampire. Tierra avance à mes côtés, après avoir pianoté sur les commandes de sa veste climatée pour la régler au maximum. Elle examine ses bras en quête de sueur, s'attarde à la jonction des doigts. Nous contournons la bulbe bleutée de notre tente, à l'ombre de laquelle notre amoureux a disposé sa chambre ardente entre deux rangées de piquets. Hello, Link. Ouais. Assis-toi là, comme ça. Parfait. Je me penche en absorbant un gémissement de douleur. Le côté gauche. Le côté gauche encore, cette fois aux abords de l'épaule. Néanmoins, je cogne avec vigueur sur le couvercle de la tente ardente d'Hénard. Une fois, deux, trois. Le mécanisme de déverrouillage se déclenche enfin. Le couvercle glisse souplement sous le côté. Une lumière violente m'assaille, me surprend. C'est comme si l'essence même du soleil avait été emprisonnée dans la boîte. Je n'ai jamais compris de quelle façon Hénard parvient à dormir dans son blanc total, sans masque de sommeil. Comment il peut supporter, rechercher le soleil 24 heures par jour, toutes les saisons de l'année sans exception? Mais n'est-il pas, tout comme nous, dans le noir derrière ses paupières? Notre amoureux affirme pourtant que sa chambre ardente n'est pas au point, pas assez étincelante, autosuffisante en toutes circonstances, qu'elle ne peut fonctionner que 10 heures successives, en plus de ne pas être à l'abri des défectuosités. Ce qui l'incitait à s'envoler sans cesse d'un pôle à l'autre en quête de lumière intarissable. Il faut dire que les richesses familiales lui autorisent ce genre de fantaisie. À 31 ans, notre amoureux n'a jamais travaillé. Et même s'il s'acquitte de presque la moitié des dépenses du logement de Tourelle, Tierra et moi avons souhaité ne pas vivre aux dépens de des Mikkelsen, excusez. Nous en avons longuement rediscuté à nos débuts, 2 ans auparavant. Le visage bronzé à l'excès d'Hénard affiche une expression entre l'angoisse et l'agacement. Ses yeux noirs m'interrogent après s'être posé quelques secondes sous Tierra, qui s'est repliée en elle-même, les lèvres tremblantes. Je précise à l'intention de notre amoureux. J'ai entendu crier au feu sur le site de pèlerinage, et il y a de la fumée au sud. Tu dois la sentir? Hénard s'ébroue, redresse son corps longiligne, si grand et svelte, alors que je suis petite et plantureuse. Il repousse ses couvertures beiges, révèle ses sempiternels vêtements pâles. Son pyjama paraît, comme de coutume, raide et inconfortable.
Les diodes au fond de l'espèce de cercueil m'agressent tandis qu'il se lève au complet. Je cligne des paupières, tends une main à notre amoureux pour l'aider à se mettre sur pied. Tu as bien fait de venir me réveiller, répond Hénard à retardement, par prudence, et pour que je t'assiste avec Tierra. Hénard, toujours aussi pragmatique. Il se hâte de sceller sa chambre ardente avec son agilité ordinaire. De dos, sa haute taille est typique de sa Norvège natale, mais il est à ce point bronzé à force de soleil perpétuel que personne ne devine ses origines nordiques. Seuls ses cheveux blond-blanc et sa carrure livrent de minces indices. Notre amoureux entoure les épaules de Tierra de son bras droit pour l'encourager à se mouvoir. Elle grommelle en se frottant les phalanges, les examine comme si sa paume était un fruit avarié sur le point de générer des légions de mouches minuscules. J'ouvre la marche en direction de la colline, où plusieurs nouveaux pèlerins se sont réunis auprès d'employés du MUS 3. L'appréhension est palpable. L'assemblée est quasi immobile, les gens ne courent plus, leur possession dans les mains. Il me semble percevoir des sirènes en provenance de Nord-Inuvik, nombreuses. Quelques pas devant Tierra et Hénard, j'avance sur le lichen, qui se craquelle entre mes orteils, un peu rêche. Sur la colline, je reconnais une famille, les parents, leurs 3 adolescents, arrivés la veille par le même avion que nous, puis le couple avec qui j'ai échangé sur les légendes de la mer de Beaufort. Pendant une portion du trajet, alors que le petit appareil chatouillait la taïga, j'avais l'impression d'entendre mon grand-oncle à travers mes mots. Ce n'est pas étonnant, nous travaillons si souvent ensemble dans son atelier et Derek sait lire les gens à l'égal des feuilles avant la pluie. Excusez-moi. Je fais un signe de la main au couple. Je les rejoindrai bien, mais quelques rangées de curieux nous séparent. Tous les visages, perplexes, scrutent une zone enfumée aux contours fluctuants. Les enfants trépignent, leur voix crevant le ciel aux rares nuages. Là-bas, près de la limite des arbres, d'ambles vagues orangées cannibalisent leurs cibles qui se creusent vers l'intérieur. Tierra se presse bravement contre moi, malgré la chaleur. Elle articule d'un thème sec. « Ça semble pas immense. Une chance. » Sa phrase se casse, emportée par une cascade de mouvements. Plusieurs camions d'urgence freinent brusquement. Les pompiers de Nord-Inuvik se dispersent à toute vitesse, d'une éclatante efficacité. Il le faut. Les arbres en train de se recroqueviller, de se racornir sont si précieux. L'un des employés hésite à faire reculer davantage l'assemblée, mais son chef lui intime de foncer vers le brasier. Les priorités. D'immenses boyaux déversent du liquide. Une source jaillissant du ventre de grands serpents bistres. Les gerbes agonisent en une fumée redoublée, âcre et piquante. J'appuie le poignet contre mon nez, le visage de Tierra enfoui dans mes cheveux. Les mains d'Hénard coulissent sur mes hanches. Notre amoureux ne cherche pas à se protéger de l'embrasement. Je le connais. Le feu l'ensorcelle par son intrusion de la lumière soudaine, ardente et solaire. « Vous pensez que c'est quoi qui est en train de brûler? » nous demande Hénard. « Un feu de lichen bizarre? » grogna Tierra sans relever la tête de ma tignasse sombre. Hénard me serre la taille. Il commente. Ça aurait du sens. Depuis que des groupes d'hallucinés ont découvert les propriétés de certains types de lichens portés à haute température, je fronce les sourcils, murmure d'une voix à peine audible, comme mes drogués de parents qui ont fini par se changer en torche humaine. Mes jambes chancellent. L'idée s'enracine dans mon esprit. Mes parents, ma grand-mère, 3 archéologues dépendants des champignons lichenisés, la nouvelle drogue en vogue ces 5 dernières années. Un jour, mes parents et ma grand-mère ont voulu embraser une table gigantesque et... plus de nouvelles. Que des cendres suspectes. Comme s'ils lisaient dans les lacérations de ma mémoire, mes amoureux m'entourent simultanément de leurs bras, l'un devant, l'autre derrière. Ils se pressent contre moi jusqu'à ce que j'entende leur cœur vibrer dans mon thorax. Nous appelons cette étreinte la prison d'amour, nos pulsations communiant en harmonie l'espace d'un instant complice. La fumée est en train de se dissiper, presque totalement évacuée. Des pompiers commencent à tracer les contours du périmètre de sécurité, zone encore chaude, ceinte d'une bande jaune. Sans réfléchir, je m'élance jusqu'à la frontière prohibée. Mes amoureux, surpris par mon impulsion, ne me retiennent pas. Quelques personnes rassemblées sur la colline m'imitent, curieuses. La zone carbonisée se précise tandis que la salive déserte mon palais. Hénard me rejoint après un moment. Tierra reste en retrait avec le couple de l'avion, le regard empli d'épouvante à l'idée de pénétrer dans la zone chaude. Je m'approche aussi près du périmètre que les pompiers l'autorisent, la majorité d'entre eux s'affairant à ranger les boyaux. Certains ont ôté leur casque. Je reconnais des traits inuvialuites qui me font cruellement penser à ma mère. L'incendie a grillé des dizaines d'arbres, des épinettes grêles, les dernières de la taïga avant le pergélisol de la toundra. Sur le panneau d'interprétation multilingue qu'Hénard a voulu lire avec nous à notre arrivée sur le site, il est inscrit que ces résineux et leurs descendants, grâce au système de regel, tiennent bon depuis des siècles. Et le feu les a carbonisés en quelques minutes avec son appétit barbare.
Il a brouillé la frontière des pèlerins qui, comme nous, suivent la lisière des arbres, cartographie végétale qui impose des limites tangibles. L'ensemble de mon corps vibre en même temps que la douleur harponne mon côté gauche. Énorme m'entoure la poitrine de ses bras, debout derrière moi. On devrait traiter systématiquement tous les lichéno-dépendants. En plus que, passé un certain nombre de degrés, on ignore ce qu'ils peuvent déclencher avec leur brasier. Mes épaules s'affaissent. Ça ne ramènera pas les miens. Les traînes d'Hénard se crispent. Ses mains bronzées frémissent, presque imperceptiblement. Notre amoureux est souvent malhabile pour réconforter, terre à terre qu'il est dans la plupart des domaines. J'aspire en profondeur. Ensevelir la tristesse dans une zone périphérique de mon esprit. J'ai l'habitude. Ça va aller, Léonard. Ne t'en fais pas pour moi. Tu sais bien que je suis coriace. Va rejoindre Théria avant qu'elle ne panique. Laisse-moi seulement vérifier si je peux ramasser des fragments pour mes porte-bonheur. Il se tourne vers moi, le regard scintillant. Great. Prends le temps qu'il faudra, Mohan. Notre amoureux m'embrasse sur la joue, timide qu'il ait des effusions en public. J'écoute ses pas qui s'éloignent, le froissement de son pantalon de toile. Au départ, j'avais surtout envie d'être seule afin de me ressaisir. Ramasser des morceaux pour les porte-bonheur que je fabrique avec mon grand-oncle était un prétexte. Mais au fur et à mesure que je sonde le sol noirci, la perspective de cueillir des fragments m'apparaît attirante. Le brasier a répandu un bouquet d'aiguilles carbonisées qui tapissent un tapis roussi. Plus loin, les flammes ont imprimé des motifs aléatoires sur les segments d'écorce arrachés, morceaux de feu esthétiques. Derek saura quelle merveille réaliser avec ses bribes et me suggérera des parcelles d'incendie à choisir. En regardant de gauche à droite, j'enregistre les mouvements des contrôleurs qui viennent d'arriver. Je gagne en vitesse le périmètre prohibé. Chat. Et boire une gorgée d'eau. Hé! Crie quelqu'un en arrière de moi. Mais je suis déjà à l'abri, à quatre pattes derrière la colline noircie. Je ferme la bouche pour inhaler le moins possible les résidus de fumée âcre. J'examine le sol, l'excitation croissant dans mon thorax. C'est la première fois que je cueille le naufrage d'une forêt. Ici, des aiguilles aux couleurs bigarrées que je récolte à pleine poignée avec des gants thermofuges. Des débris que j'emmaillote d'herbes et de lichens afin de les refroidir. Des écorces frisées, scarifiées par les flammes. Je glisse le tout dans les poches de ma robe qui bombe. Je m'accroupis pour éviter d'être repéré par les pompiers ou les contrôleurs. Un peu d'eau s'évade du lieu inondé à la manière d'un geyser blessé. Je porte mon poids sans y penser sur ma cheville gauche fragile, victime d'une entorse 8 mois auparavant. Un gémissement m'échappe. Jamais on ne guérit tout à fait de ce type de dommage, la physiothérapeute me l'avait dit. Pour toujours, j'aurais parfois cette impression d'une brique à l'intérieur du pied, mais je ne laisserai pas de légers désagréments m'arrêter. La découverte d'une fleur inconnue, à moitié consumée, me galvanise. Je frémis. Ma trouvaille est tout mouvante de beauté. Délicatement, j'arrache les racines, conserve la tige aussi intacte que possible, malgré les marbrures du feu sur la gauche. Je ne peux m'empêcher de humer longuement pétales et pistils. Un parfum mi-carbonisé, mi-exotique me chatouille les sens, disperse presque son goût sur ma langue. Et là, est-ce une coquille que j'aperçois, similaire à celle d'un mollusque? Mon grand-oncle m'a déjà rencontré que des coquillages ont été retrouvés partout sur les continents au plus profond à l'intérieur des terres. Vestiges de mer antérieure? Ou précieuses reliques charriées sur des kilomètres par les voyageurs? Mais hors des plages de la Gaspésie, il y a longtemps que je n'avais vu ceci. J'enfuis fleurs et coquilles dans l'une de mes poches. Progresse à tâtons derrière la colline. Une voix retentit. Un contrôleur. Grand, efflanqué, ses cheveux rouges rassemblés en queue de cheval. Il m'invective, m'ordonne de sortir du périmètre interdit. Penaude, j'obéis. Les pèlerins amassés en arrière de la bande jaune me jugent, certains amusés, d'autres accusateurs. Leur tente brille sous la lumière matinale. Je me dépêche de rallier notre tente. Sierra et Hénard patientent à l'intérieur, assis en tailleur sur le matelas, versés par le vrombissement de la veste climatisée de notre compagne. Ah, ok, c'est ça. On devrait peut-être essayer de dormir quand même, suggère Hénard. Il n'est pas 6h30, avec les kilomètres qui nous attendent au réveil. Sierra ne répond rien, ses yeux s'écartillant lorsque je lui montre le contenu des poches de ma robe. Momo, tu mets pas de l'écorce fumée brûlée dans la tente, c'est pas vrai que ça va rentrer dans nos affaires. C'est encore chaud, c'est clair. Je décide de ne pas répliquer, de faire montre d'une attitude bienveillante. Sierra est tellement accablée depuis les premiers symptômes de la thermophobie. Je vais mettre les fragments dans un sac dehors, Sierra, ne t'inquiète pas. Notre compagne acquiesce, ses gestes saccadés. Hénard se redresse, visiblement prêt à sortir de la tente, à aller s'allonger dans sa chambre ardente.
Je me lève sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur les lèvres. Son goût boisé, qui m'a toujours donné la sensation d'arpenter un coin retiré de la Sibérie orientale où poussent par milliers les baies arctiques m'emplit. Sa langue taquine s'introduit dans ma bouche, sauvage, subjective. Aussi cérébral qu'il puisse être en général, Énor est l'un des humains les plus passionnés que je connaisse. Avant d'être incapable de m'assoupir en pensant trop à sa fougue, je m'écarte. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit.